Un chien guide, c'est un don du ciel pour une personne aveugle ou malvoyante. Ou alors, c'est un don de vous. En donnant sur chien-guide.org, vous participez à une belle rencontre. Et c'est déductible de vos impôts. Merci à vous. chien-guide.org. Bonjour, je m'appelle Élodie Rabé et vous écoutez Hors Texte, le podcast d'actualité de La Voix du Nord. En décembre 2024, dans ce même podcast, nous vous expliquions le projet de construction de 2 nouveaux réacteurs nucléaires EPR2 à Gravelines et pourquoi cette commune du Dunkerquois avait été choisie pour ce chantier. Une ambition colossale portée par EDF, estimée à plusieurs milliards d'euros, avec des milliers d'emplois à la clé et des enjeux majeurs pour l'avenir énergétique du pays. Ces EPR2 doivent produire une électricité décarbonée et stable, indispensable pour accompagner la transformation de notre économie, avec notamment l'électrification des transports, la réindustrialisation et désormais l'explosion des besoins liés au numérique et à l'intelligence artificielle. 1 an et demi plus tard, le dossier a franchi plusieurs étapes importantes. L'enquête publique autour du volet environnemental est terminée, les études avancent, les procédures administratives suivent leur cours et les premiers travaux préparatoires doivent démarrer dans les prochains mois, à l'automne 2026. Pour le Dunkerquois, l'enjeu dépasse largement la seule question du nucléaire, car derrière ces futurs réacteurs se cachent aussi des questions très concrètes. Comment trouver puis gérer les milliers de travailleurs attendus pour ce chantier? Les entreprises locales pourront-elles en profiter? Les infrastructures sont-elles prêtes? Et les inquiétudes exprimées par certains habitants et associations écologistes ont-elles été entendues? Alors, où en est réellement le projet EPR2 de Gravelines? Le chantier du siècle est-il prêt à démarrer? On en parle avec Quentin Vallogne, journaliste à la rédaction de Dunkerque, qui suit ce dossier depuis plusieurs mois. Bonjour Quentin. Bonjour Élodie. Alors pour commencer, je précise qu'on se parle donc par téléphone, car tu es à Dunkerque en ce moment. Dans notre épisode de 2024, le débat public était encore en cours autour de ces 2 EPR2, notamment autour des questions environnementales. Ces EPR2 attendus à la centrale nucléaire de Gravelines viendront donc s'ajouter aux 6 EPR déjà mis en service depuis 1980 dans le Dunkerquois. On parle souvent du chantier du siècle. Est-ce que c'est une formule journalistique ou est-ce que c'est vraiment le plus gros chantier industriel que la région n'ait jamais connu auparavant, Quentin? Alors, c'est plutôt une formule journalistique. On est plutôt sur le grand chantier. Voilà comment EDF communique autour de ces chantiers localisés à Panly, près de Dieppe, en Seine-Maritime, à Gravelines, ici, juste à côté de Dunkerque, et puis à Bugey, dans l'Ain. Donc, c'est les 3 communes qui ont été retenues pour le programme EPR2, qui vise à installer, d'ici à l'horizon fin 2030, début 2040, 6 nouveaux réacteurs nucléaires, donc 2 par zone. C'est pas le plus gros chantier dans la région. Si on est purement factuel, on se plonge quelques décennies en arrière et on regarde ce qui avait été fait au niveau de Grande-Synthe. Donc, on est toujours dans le Dunkerquois et c'était dans les années 60, fin des années 50, début des années 60, avec la construction d'Usinor, qui est devenue au fil des années ArcelorMittal. On était sur un chantier à cette période de plus de 265 hectares. Là, on parlerait, pour ce qui est de la zone retenue pour les 2 réacteurs nucléaires à Gravelines, on parlerait d'environ 200 hectares. Donc voilà, on est quand même sur un chantier considérable. Ça faisait plus de 20 ans que EDF n'avait pas construit et n'avait pas lancé de programme de construction. Justement, là, pour qu'on comprenne bien l'ampleur de ce chantier qui va bientôt débuter, ça représente combien de personnes, combien d'années de travaux? Ce qui est présenté aujourd'hui, c'est grosso modo, on est donc en 2026, on arrive donc à la fin de l'enquête publique concernant le volet environnemental. Un décret, donc c'est le gouvernement qui va décréter, avec aussi l'autorité environnementale, qui est le gendarme de l'environnement en France, qui vont décréter, voilà, il y a un feu vert, EDF peut y aller à Gravelines, août 2026 normalement. Et à la fin de l'année, on aura les premiers travaux de terrassement. Ça ne sera pas tout de suite qu'on verra sortir des réacteurs de terre à Gravelines, mais en tout cas, il y aura les premiers travaux de terrassement. Donc, ils vont aménager le terrain. Donc, la zone est déjà évidemment délimitée sur le plan géographique. Si on se fie voilà, au calendrier avancé par EDF, on serait sur la fin de la décennie 2030, début de la décennie 2040, pour la fin des travaux et la mise en service des 2 réacteurs. Donc, on a quand même plus d'une décennie de travaux devant nous. Et au pic du chantier, on pourrait s'attendre à voir
environ 8000 personnes. Alors, ce sera pas 8000 salariés EDF, mais ça sera du génie civil, ça sera des tuyauteurs, des soudeurs, des électriciens, voilà, tout un panel de métiers qui interviendront en simultané sur ce chantier. Et là, on sera en plein cœur de la décennie 2030. On l'aura entamé et on aurait 8000 personnes. Voilà. À terme, ce chantier pourra employer jusqu'à ce chantier et la mise en service, on va prendre aussi cette deuxième partie, jusqu'à 10 000 personnes, parce que l'EDF estime que 2000 salariés vraiment seront nécessaires pour faire fonctionner et puis veiller au bon déroulement des opérations et de l'activité nucléaire une fois la mise en service de cette paire de réacteurs. C'est pas tout de suite qu'on va voir les réacteurs sortir de terre. Qu'est-ce que ça signifie du coup concrètement quand on parle travaux préparatoires? Bah, ce qui est intéressant de noter, c'est que avant de voir, on va dire, les premières grues, les premiers engins arriver sur zone, il y a déjà finalement un projet industriel en quelque sorte, enfin un grand projet. C'est-à-dire que il faut établir toutes les mesures environnementales. Donc là, il y a surveillance écologique, il faut être capable de définir dans son projet, voilà, le déplacement, la protection des espèces. Pareil pour les compensations environnementales, parce qu'on prend des terres qui actuellement sont inoccupées, bah, il faut les rendre d'une certaine manière. C'est le principe de la compensation environnementale. Après, bah, il y a tout ce qui est déclassement de millions de mètres carrés de terre, hein. Si on prend l'exemple de Panly, c'est spécifique parce que on va creuser et on va gratter la falaise pour ensuite créer et donc gagner du terrain avec cette falaise creusée pour gagner du terrain dans la mer. À Gravelines, on fera pas ça. Mais pour autant, on va quand même préparer les futures fondations, stabiliser les sols. Voilà, donc il y a quand même toute une logistique avant le chantier. On a aussi préparé les routes d'accès, les parkings, ce qu'on appelle les bases vies, donc de pouvoir accueillir le personnel directement sur le chantier. Donc il y a tout ce travail-là en amont. Et le jour zéro, du premier béton nucléaire, il aura lieu d'ici quelques années. C'est vraiment là en fait que débute la construction stricto sensu du réacteur et on aura les opérations de génie civil. Donc le génie civil, c'est installer les bâtiments nucléaires, les équipements lourds, voilà, tous les montages électromécaniques, les essais, la mise en service. Et là, on est vraiment sur le cœur vraiment du processus d'installation et de construction des réacteurs. Mais ça sera dans quelques années. Forcément, quand on parle de nouveaux EPR, on pense beaucoup à Flamanville et au gros retard de livraison, hein. On parle de 12 ans pour Flamanville. EDF assure avoir tiré les leçons de ce chantier-là. Alors, est-ce que les délais là, annoncés pour Gravelines sont crédibles ou est-ce qu'il faut aussi s'attendre à des reports? En 2025, l'Élysée déjà avait évoqué une première mise en service d'au moins un des 6 futurs réacteurs nucléaires EPR2 d'ici à 2038. Donc il parle de Panly, du chantier en cours de construction à Panly. Donc Panly, c'est le premier chantier, hein. Donc là, c'est parti. Alors que l'horizon affiché jusqu'ici, c'était plutôt 2035. Donc déjà, tu vois, voilà, on recule un peu. Voilà, EDF est lancé dans cette grande opération de communication autour des EPR2. Ils assurent avoir retenu les leçons de Flamanville. Donc EDF dira, nous, maintenant, on présente un modèle standardisé. C'est-à-dire que les réacteurs qu'on va construire à Panly, Bugey et Gravelines, ce seront des copies conformes. Voilà. Et on est capable de dupliquer ce qu'on fait à Panly, à Gravelines, à Bugey. Voilà. Parce que tout est standardisé. On a suffisamment pris en compte les retours d'expérience. On a ces discussions avec le gendarme du nucléaire, donc qui s'appelle l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Alors récemment, j'ai rencontré Stéphane Voisin, le directeur du grand chantier à Gravelines, et qui me disait les pièges déjoués à Panly vont nous servir de retour d'expérience, de leçons pour Gravelines et Bugey. Donc, est-ce que Panly ne servira pas aussi de test pour gagner du temps, pour en tout cas rester dans les clous sur le plan prévisionnel pour Gravelines et pour Bugey? C'est aussi l'une des grandes questions. Donc, sur ce plan-là, pour le moment, voilà, il y a encore des interrogations. On l'a dit, le débat public autour de la question environnementale est donc terminé, mais il y a toujours hein, des oppositions et des interrogations qui restent présentes. Est-ce qu'on peut rappeler les principales critiques qui ont été exprimées justement pendant cette enquête publique? Et est-ce que certaines ont influencé le projet pendant tout ce temps de concertation qui a duré plusieurs années, hein? La critique la plus récurrente, c'est celle du risque climatique. C'est celle qu'on voit encore récemment, le collectif Sortir du nucléaire, qui est un collectif qui envisage plutôt d'autres alternatives de production d'énergie que le nucléaire, a récemment publié un rapport concernant la mortalité des espèces vivant dans un milieu aquatique. On parle de 6 milliards sur l'ensemble du parc nucléaire français qui seraient mortes à cause de ce système-là. C'est ce que prétend ce collectif. Donc il y a ce risque lié à l'environnement, sur la faune, la flore, les espèces
espèces aquatiques, sur le changement climatique, qui est une réalité. Selon les projections à 2050, 2100, donc on aurait une hausse du niveau de la mer. Ça, c'est pris en compte dans le dossier environnemental d'EDF, même si ici on n'a pas ce risque de tsunami de par la configuration de la Manche, parce que beaucoup de gens évidemment ont en tête ce qui s'était passé en 2011 à Fukushima au Japon avec le tsunami qui avait causé l'arrêt de la centrale de Fukushima, une catastrophe. Aujourd'hui, selon certains participants au débat public, c'est aussi une réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, une centrale nucléaire est capable d'affronter une hausse du niveau de la mer? Selon EDF, oui, ils sont prêts. Maintenant, restera à démontrer la robustesse du projet jusqu'à la fin du siècle, voire au-delà. Ce qui là aujourd'hui s'inscrit en pointillé. Parce que je rappelle qu'en 2026, l'autorité environnementale, donc le gendarme de l'environnement, avait notamment émis des réserves en expliquant que voilà, certaines analyses, notamment sur une combinaison d'éléments climatiques, hausse du niveau de la mer, intempéries, etc., cette combinaison totale de plusieurs facteurs climatiques, elle était jugée peu prospective, pour reprendre le terme du gendarme de l'environnement. Donc, c'est-à-dire que le scénario retenu par EDF, il n'est pas suffisant. Ils ont dû approfondir leurs études. Quand vous avez un retour du gendarme de l'environnement, il y a des recommandations. Ils vous demandent d'approfondir. Vous cherchez à creuser en ce sens. Et là, oui, en effet, ça a influencé le projet. Parce que c'est l'un des sujets centraux sur ce dossier-là. C'est comment est-ce que EDF prend en compte les scénarios climatiques à long terme. Et là, c'est la grande question. Une autre des oppositions, évidemment, c'est le coût d'un tel projet. Est-ce qu'on peut rappeler justement combien ça coûte, combien d'argent public investi dans ces EPR2 et puis pourquoi ça suscite autant de réactions forcément? Il y a quelques mois, précisément en décembre 2025, le groupe public a présenté à l'État la facture provisoire, le devis provisoire pour 6 nouveaux réacteurs, dont 2 à Gravelines, qui a été revu à la hausse. Alors, il y a plusieurs choses à bien comprendre. Je vais vous donner un chiffre qui est 72,8 milliards d'euros, qui correspond au chiffre des 6 réacteurs EPR2. D'un côté, vous avez Bercy, donc le ministère de l'économie, et EDF qui se réjouissent d'un point de passage très important sur le chemin de la concrétisation du programme. Et en face, vous avez des voix qui, elles, s'alarment d'un devis qui a enflé de 5 milliards par rapport à 2024, où il y avait déjà eu, on va dire, un point de passage financier, et plus de 40% en comparaison avec celui estimé en 2022. Tu vas me dire comment ça s'explique cette hausse? Les coûts de construction, ils sont basés sur le cours de l'euro en 2020, mais ce qui va expliquer pourquoi est-ce que le chiffre, à la fin, dans quelques années, on aura encore une augmentation? Et c'est pour ça que c'est un peu un écran de fumée pour le moment. Si on reprend même d'ailleurs le rapport de la Cour des comptes sur la filière qui a été rendu en septembre dernier, et ils ont mis en garde EDF sur les nombreuses incertitudes techniques qui accompagnent tous ces projets. Le montant estimé dans le devis, il est loin des projections établies par la Cour des comptes. Aujourd'hui, eux, ils tableraient plutôt sur 100 milliards. Et ce chiffre-là, il va faire parler forcément. Parce qu'aujourd'hui, il se posera aussi la question de savoir comment est-ce qu'on va financer. Et l'État avait annoncé en mars 2026, l'État avait annoncé que ce qui financera en partie le programme nucléaire, c'est le livret A. Donc quand je dis en partie, c'est à hauteur de 60%. Enfin, du moins, c'est ce qui a été avancé. Et ça aussi, ça va faire débat, forcément. Donc voilà les grandes questions autour de cette facture finale qui pourrait voir le jour d'ici quelques mois. Forcément, le chantier des EPR2 implique des centaines, voire des milliers d'emplois. Tu l'as dit, on évoque 8000 emplois au pic du chantier. Est-ce que le territoire est prêt à absorber justement ces besoins en main-d'œuvre, notamment dans un contexte, on l'a dit déjà, très industriel? C'est un point sur lequel certains élus ils insistent énormément, à savoir, on a besoin qu'EDF ancre certains appels d'offres sur le territoire. Voilà, c'est-à-dire que il y aura vraiment beaucoup de commandes, il y aura beaucoup de monde à faire travailler, il y aura énormément de corps de métier qui vont intervenir, mais il y en a qui localement seront là. Mais il y en a d'autres non. Il y aura quand même, parce que EDF l'a déjà fait pour Panly, et il communique déjà là-dessus, sur le nombre de commandes réalisées à l'échelle locale, les retombées financières concrètes. Ça se passe déjà comme ça chaque année dans la région de France. Il y a des millions d'euros de commandes pour intervenir directement sur le chantier. Et ça sera la même chose, vraisemblablement, selon ce que présente EDF, pour certaines choses. Déjà là, pour le chantier qui va arriver en fin d'année, il y aura besoin d'installer des clôtures, par exemple, pour protéger les accès. Il devrait faire appel à une société locale. Donc, sur ce plan-là, c'est possible. Par contre, on le sait, et voilà, tout le monde anticipe là-dessus, que sur d'autres travaux, sur d'autres chantiers,
La main-d'œuvre viendra de l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas suffisamment de main-d'œuvre qualifiée sur le territoire. Il y a aussi d'autres chantiers en cours ailleurs, sur le territoire du Grand Port Maritime de Dunkerque. Donc, la multiplicité, en fait, de ces chantiers fait qu'il y a une forte demande et forcément, localement, le tissu dunkerquois ne va pas suffire. Et alors, où vont loger justement tous ces ouvriers? Est-ce que le marché immobilier ou même les infrastructures locales, comme les écoles, les hôpitaux, vont réussir à suivre? Pour parler directement concret, hein, à Gravelines, il y a une extension d'un camping qui est censé accueillir des travailleurs, les premiers travailleurs. Voilà. Donc on a aménagé un secteur dans ce camping, un camping privé. Évidemment, le propriétaire a travaillé avec la ville, avec EDF. Donc on va chercher localement des solutions temporaires comme celle-ci pour des travailleurs qui vont œuvrer de manière périodique. Et il y a ceux qui vont rester un peu plus de temps parce que l'intervention nécessitera plus de temps. Et là, c'est une des grandes questions. Est-ce qu'aujourd'hui Gravelines est en mesure d'absorber? Non. Est-ce que la CUD est en mesure d'absorber? Il y a des projets, ça sort de terre, tout doucement. Mais c'est aussi pourquoi EDF, ce point-là du logement, il cherche à travailler avec Calais, Saint-Omer, pourquoi pas la métropole européenne de Lille. Voilà, il y a des réflexions. Est-ce qu'on ne cherche pas à améliorer en fait la liaison entre Dunkerque et Lille sur le plan ferroviaire? Parce qu'il faut aussi penser à la main-d'œuvre qui arrivera et aux salariés et au personnel dans les autres usines et les autres industries du Dunkerquois. Mais évidemment, c'est l'un des points majeurs. Le centre hospitalier Dunkerque, le CHD, pareil, il y a une réflexion qui est menée depuis quelques années maintenant, hein. Il y a aussi les pompiers. Est-ce que les pompiers sont formés à tous ces... et ils sont suffisamment en nombre pour tous ces nouveaux risques générés par ces nouvelles industries? Et pour le moment, voilà, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup à effectuer sur ce plan-là, ça c'est clair. Justement, les habitants du secteur qui sont déjà là, est-ce qu'ils voient ça comme une bonne nouvelle pour le développement de leur territoire ou est-ce que ça les effraie quand même un petit peu? Ça fait maintenant plus d'une décennie, en fait, que la politique à l'échelle dunkerquoise a été réfléchie de façon à redonner une perspective claire à un territoire. Et aujourd'hui, on en voit, depuis maintenant quelques années, on voit les premières conséquences, les premiers effets sur le territoire. Donc il y a une grande partie des gens ici qui sont satisfaits de voir que ça bouge. Parce que c'est pas uniquement que les industries, c'est aussi voilà, le réseau de voirie, c'est l'accessibilité, ça va être l'embellissement, ça va être le cadre de vie, même s'il reste encore beaucoup à faire, c'est une certitude. Mais quand on reprend il y a une quinzaine d'années, il y a une raffinerie emblématique du territoire qui ferme, donc on a des emplois supprimés. Ça avait été un marqueur fort sur le territoire, parce que c'était le symbole même d'un territoire qui s'éteint peu à peu. Et pour le réveiller, pour le maintenir en vie, il fallait cette perspective, comme j'évoquais il y a quelques instants. Elle est déjà bien entamée. Et c'est ce qui rend fier certaines personnes. D'autres ont des doutes aussi, et c'est tout à fait normal, parce qu'aujourd'hui, il faut que tous les projets se concrétisent. Évidemment, il y a tous ces doutes liés à la montée en puissance de la vallée de la batterie, parce que c'est une nouvelle industrie, et on ne lance pas une industrie en 15 minutes. On a vu notamment l'un des leaders suédois du marché à cette époque-là, il y a quelques années, qui a complètement chuté. C'était des milliers de salariés sur le carreau. Évidemment, la France ne veut pas revivre le même scénario. Donc, d'une manière générale, c'est bien apprécié, mais il y a quand même des points de vigilance en disant, bon, on attend de voir, évidemment, on attend de voir si ce qui a été annoncé à outrance par les élus va vraiment voir le jour. Pour conclure, peut-être, Gravelines, on l'entend, est quand même en train de devenir un point central du pays lié aux enjeux donc de l'électrification des transports, de la réindustrialisation et de l'explosion des usages numériques, comme on le disait au début de cet épisode. Si l'on se projette dans 10 ans, lorsque les EPR2 pourraient entrer en fonctionnement, à quoi, selon toi, ressemblera Gravelines et plus largement le Dunkerquois? Qu'est-ce qui aura le plus changé selon toi? Dans 10 ans, bon, normalement, on devrait quand même voir sortir de terre les réacteurs. On devrait être sur la fin du deuxième. Dans 10 ans, ils seront peut-être pas entrés en service. Gravelines, c'est environ 12 000 habitants. Le budget d'une ville de Lens est à 33 000 environ. Et comment est-ce que c'est possible? Parce qu'il y a la présence foncière d'EDF et donc les retombées fiscales d'EDF. Et c'est ce qui permet d'abonder chaque année le budget. Ce qui leur permettra de continuer toujours à se développer.
que ce soit pour les infrastructures, sur le plan de la santé, sur le plan scolaire, sur le plan social. Donc, on pourrait assister aussi à un développement de la ville de Gravelines qui va pas chercher non plus à se développer ad vitam aeternam, mais on aura une ville qui pourrait accueillir encore un peu plus d'habitants, passer la barre des 15 000. Voilà, on aurait aussi, à côté de l'EPR, on a d'autres entreprises, on a Aluminium Dunkerque, on pourrait voir aussi les projets de décarbonation se mettre en route, on aurait ArcelorMittal qui a lancé son projet de four arc électrique, et donc on assisterait à l'entrée vraiment, pas intégrale, mais quasiment, en service de ce que les autorités, de ce que les industriels ont présenté au début de la décennie 2020. Ça, c'est le scénario positif. Si on prend un scénario négatif, on dira, il y a peut-être des entreprises qui n'ont pas réussi à se lancer. On aura peut-être du retard. C'est ce qui est aussi intriguant à suivre dans le développement de ce territoire-là, parce que vous avez donc un territoire qui est érigé comme le laboratoire de la réindustrialisation dans le pays. Et aujourd'hui, vous n'avez pas d'équivalent comme ça en France. Mais tu vois, c'est un puzzle. Et il faut que tout le monde s'imbrique dans le bon sens et avec des temporalités bien établies, bien cadencées pour qu'il n'y ait aucun retard. Un grand merci à toi pour cette vision d'ensemble de ce projet titanesque. Vous pouvez évidemment suivre toutes les actualités liées à ce chantier d'ampleur d'EPR2 sur le site internet de La Voix du Nord. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur votre plateforme d'écoute préférée. Hors texte, c'est le podcast d'actualité de La Voix du Nord à retrouver tous les jeudis.